Bonjour. Je vais m'exprimer en français, je vais le faire assez lentement. Et bien entendu, cela n'empêchera pas lors du débat que l'on pose des questions en anglais et que je puisse y répondre, bien évidemment. Ce matin, un de nos collègues a dit qu'il avait un handicap, c'est qu'il était un juriste dans cette salle face à cette audience, à cet auditoire. Pour ma part, je pense qu'être un juriste est une chance pour moi lorsque je m'adresse à des scientifiques, parce que de toute mon expérience professionnelle, les moments les plus intéressants et les plus riches ont été ceux des échanges entre moi, juriste, et mes collègues scientifiques. Et je le dis sans chercher à flatter mes collègues scientifiques. Mes échanges avec des collègues juristes sont intéressants, mais nous parlons de la même discipline, tandis que quand on échange avec des collègues scientifiques qui se posent des questions, qui savent ce qu'un concept veut dire, qui savent ce qu'une recherche sur une longue série veut dire, le juriste que je suis peut être interpellé et doit faire l'effort de répondre de manière appropriée. Et donc, de ce point de vue-là, je ne considère pas d'être victime d'un handicap quand je m'adresse à vous. Ceci pour dire toute ma reconnaissance, bien sûr, à Frédéric Briand de m'avoir invité à être présent à ce panel ce matin, pour précisément pouvoir échanger avec la communauté scientifique qui compose la SIEZ. Cela étant posé, je voulais vous parler de ce mouvement très particulier, et la carte qui est sur l'écran est assez illustrative, et même quand j'ai vu la carte tout à l'heure, je me suis dit, il n'y a même pas besoin de parler, je peux rester, être un panéliste silencieux. Et en fait, non, il faut quand même intervenir pour expliquer d'où vient ce mouvement que l'on appelle l'unilatéralisme, ou du moins que j'ai cherché à appeler l'unilatéralisme dans une mer qui est fermée ou semi-fermée. Il faut voir d'où est-ce que l'on vient. On vient de l'idée qu'il y a un particularisme de la mer Méditerranée, comme des autres mers fermées et semi-fermées. Il y a un tel particularisme de la Méditerranée que c'est même devenu une sorte de référence. On parle des Méditerranées dans le monde. On parle de la mer des Caraïbes comme étant une possible Méditerranée. C'est pour dire à tel point que la configuration et les particularités de cet espace semi-fermé sont significatives, sont représentatives de ce qu'est un espace marin semi-fermé. Et donc, naïvement ou pas, ça dépend, naïvement ou pas, on a pu penser, quand on faisait la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, que l'on allait pouvoir rédiger effectivement un certain nombre d'articles qui allaient dire que la mer semi-fermée ou fermée avait un régime particulier. Eh bien non, c'est le régime commun qui s'est imposé. Le régime commun, c'est-à-dire c'est toute la Convention qui s'applique aux mers fermées et semi-fermées. Mais on a introduit 2 articles, et pour ceux d'entre vous qui, par une démarche scientifique, auront la curiosité d'aller regarder le texte de la Convention, il faudra noter l'article 122 et 123. Il y a 2 articles. Quand vous pensez que la Convention fait plus de 320 articles, vous avez juste 2 petits articles qui concernent les mers fermées et semi-fermées. Donc pour comprendre, il faut aller lire ces 2-là. En 2 mots, on dit la mer fermée, semi-fermée, on donne une description géographique, celle qui est composée d'États, etc., ayant des mers territoriales ou des aires de compétence nationale. C'est une description géographique. Et le 2e élément, l'article 123, lui, c'est un appel à la coopération. Alors le problème, c'était comment passer de l'un à l'autre et comment organiser la conciliation entre cet unilatéralisme et l'appel à la coopération. L'unilatéralisme, il est sur la carte.
Notre président de panel nous a dit, il n'y a pratiquement plus, ça peut se discuter dans certains endroits de la mer Méditerranée, mais qu'il n'y a pratiquement plus d'espace de la haute mer. Mais qu'est-ce que ça signifie pour des scientifiques qu'il n'y a plus d'espace de la haute mer? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espace où votre liberté de chercheur peut s'exprimer, puisqu'il y a des actes unilatéraux par les États qui disent « voilà les limites de ma compétence nationale ». C'est ça l'acte unilatéral. L'acte unilatéral, c'est de dresser des limites avec des coordonnées de compétences nationales. Cela part de la côte et cela va jusqu'à un certain point où on s'entend avec l'État d'à côté, l'État d'en face, ou si on ne s'entend pas, il y a des zones qui vont se chevaucher, qui vont être des zones de dispute juridique et politique. Et forcément, la communauté scientifique va peut-être en subir les effets. Donc l'unilatéralisme, c'est ça. Et pourquoi c'est aujourd'hui un phénomène d'étonnement? C'est un phénomène d'étonnement. C'est parce que pendant des dizaines d'années, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. La Méditerranée était un espace ouvert de haute mer, très largement, où les États côtiers avaient une mer territoriale, jusqu'à 12 000 marins, et que pour le reste, il ne se passait rien. À partir du début des années 80, vous aviez l'Égypte qui avait commencé, vous aviez la Tunisie qui avait commencé, etc. Mais ce n'était pas des choses significatives sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Puis brusquement, il y a eu un développement d'actes unilatéraux qui finissent par vous donner cette carte. Et cet unilatéralisme est vraiment, j'allais dire, il y a un printemps de l'unilatéralisme si ce mot-là n'avait pas une connotation politique aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais vous voyez une multiplication d'actes unilatéraux et de déclarations unilatérales. Très bien. L'étape d'après, c'est de se dire, mais est-ce que ces unilatéralismes-là empêchent effectivement les actions de coopération? Ou est-ce que les actions de coopération doivent absolument s'imposer? Alors, là aussi, moi j'ouvre mon livre et je constate que, dans leur sagesse, ceux qui ont rédigé la Convention, l'article 123, quand même, font de l'incitation à la coopération. Ils poussent les États d'une mer fermée ou semi-fermée à faire de la coopération. C'est rédigé pas comme une obligation au sens juridique. Ce n'est pas legally binding, ce n'est pas une obligation juridique. Mais la façon dont c'est rédigé, on se dit vraiment il faut faire quelque chose, autrement la vie autour du bassin n'est pas viable. Et il y a 3 domaines qui sont cités, il y en a 3, comme ça, je vais vous les donner de mémoire. Le premier domaine, ce sont les ressources naturelles. Les ressources naturelles. Domaine de coopération entre les États. Et là, je voudrais m'adresser immédiatement et aux biologistes et aux géologues pour dire aux biologistes que la coopération, d'après le texte, porte sur les ressources biologiques. Et aux géologues, je vais dire, les ressources minérales ne sont pas concernées. Autrement dit, quand vous êtes juriste et que vous faites une analyse du texte, vous voulez faire un accord, vous voulez avoir de la coopération à l'échelle de la mer fermée, vous pouvez tout à fait avoir des États qui vous diront « mais moi, les ressources minérales, les ressources énergétiques ne sont pas couvertes par l'incitation à la coopération ». Le deuxième élément de coopération, c'est la protection de l'environnement et de l'environnement marin. Ça, on le sait, ça marche plutôt bien. Et le troisième élément de coopération, c'est précisément de rédiger, de mettre en place des programmes de recherche scientifique dans l'espace de la mer fermée et semi-fermée. Donc 3 domaines de coopération qui vous renvoient à, comme par hasard, si vous preniez un miroir et vous mettez zone économique exclusive et vous voyez l'article 123 en face, vous mettez un miroir, vous constatez que dans l'acte unilatéral de création d'une zone économique exclusive, vous avez 3 espèces de compétences, les droits souverains sur les ressources, la compétence sur la recherche scientifique et la compétence sur la protection de l'environnement. Les 3 domaines de coopération que je viens de citer correspondent aux 3 domaines. Donc il y a là une correspondance. Il y a là une correspondance qui est particulièrement
intéressantes. Deuxième réflexion sur la coopération, la deuxième réflexion, c'est quand on regarde l'espace méditerranéen, on constate qu'en fait, ces trois domaines de coopération sont déjà couverts par l'existence d'organisations régionales. Vous avez la commission des pêches de la Méditerranée pour les ressources biologiques. Vous avez votre commission pour la coopération scientifique. Et vous avez, pour la coopération en matière de protection de l'environnement, la Grande Convention de Barcelone et toute sa famille de protocoles. Donc vous avez là aussi les éléments de la coopération qui sont en place. Alors, est-ce que ça marche bien ou pas? C'est un autre débat. C'est un autre débat. N'est-ce pas? C'est l'évaluation de la gouvernance à travers ces instruments. Est-ce que ces instruments de coopération ont vieilli, n'ont pas vieilli? Ça aussi, c'est un autre débat. C'est à la salle à en parler. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que dans la coopération telle qu'elle est couverte par ces trois instruments ou institutions interrégionales, intergouvernementales, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est comment ces trois organisations qui font de la coopération, chacune dans son domaine, travaillent ensemble, de manière intégrée. Comment travaillent-elles ensemble de manière intégrée? Est-ce que quand on fait au sein de la SIESM de la recherche sur des ressources biologiques, est-ce qu'on a un dialogue avec ceux qui sont à la CGPM ou ceux qui travaillent sur la protection de l'environnement et des écosystèmes, etc. Donc, je crois que ce sont là des questions qu'il faut se poser. On a dépassé le stade de l'unilatéralisme. Le champ qui s'ouvre est celui de la coopération. On sait que ce n'est pas une obligation au sens juridique du terme. Ce n'est pas une obligation, c'est should, le mot should dans le texte en anglais, mais on sait qu'en même temps, c'est une obligation, je dirais, de gouvernance. On ne peut pas ne pas passer par le développement d'une forme de coopération à l'échelle d'un bassin, d'une mer fermée et semi-fermée. Et c'est à vous, je pense, c'est à vous, en tant que partie prenante de la communauté scientifique, notamment, de pouvoir porter cette analyse, de la pousser un peu plus loin et de porter le niveau d'exigence. Je voudrais, notre président de panel a évoqué rapidement tout à l'heure, notamment le protocole de Nagoya. N'est-ce pas? Il a évoqué le protocole de Nagoya et il nous a montré des schémas qui étaient assez, comment dire, provoquants. La canette fermée puis la canette ouverte. Je veux dire que quand on lit là aussi attentivement le protocole de Nagoya que j'ai apporté avec moi, que j'ai lu et que j'ai relu, moi je voudrais vous dire peut-être que ce n'est pas un discours habituel, mais le protocole de Nagoya est un protocole économique. Il est à finalité économique. Il est à finalité de commercialisation. C'est-à-dire la notion de partage, de l'accès et du partage des avantages ne sont pas des notions pour le bénéfice de la science. Ça, il faut le garder en mémoire. Le protocole de Nagoya, il est à finalité économique. Que la science puisse en bénéficier pendant un certain temps, en amont de la commercialisation, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais je crois qu'il faut que ni vous ni nous, la famille des juristes, on ne se trompe dans les termes de la discussion. Et je crois que quand on est rigoureux et exigeant, c'est une démarche de type scientifique, si vous me le permettez, qui est mise en place. Donc, il est question effectivement des avantages en termes de recherche, mais toujours dans une perspective de passage au développement économique. Et c'est du développement et de la commercialisation, du développement économique et de la commercialisation, que naissent précisément les bénéfices qu'il va falloir partager. Donc ça je crois qu'il fallait recadrer le débat. On a beau avoir mis en place dans le protocole de Nagoya, qui s'applique en Méditerranée en vertu de la règle que je disais en introduction, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de spécificité méditerranéenne, on a mis en place effectivement le régime du consentement préalable informé, qui est une forme, le prior consent, qui est une forme d'autorisation. Elle prend la forme d'un contrat, ça se négocie, mais c'est d'abord une autorisation, n'est-ce pas? Et si un État ne veut pas, dans sa zone économique, laisser l'accès, libre à lui, je dirais, de le faire. En général, il y a une pression politique, diplomatique, surtout s'il a signé et ratifié le protocole, pour que la négociation arrive à son terme et que le contrat soit convenable pour les deux parties. Mais j'insiste particulièrement sur cet aspect qui est que l'unilatéralisme a toute sa valeur parce qu'il permet
de la clarté sur l'espace semi-fermé et fermé, il permet de la clarté. Je sais, ça vous paraît bizarre ce que je suis en train de dire, mais c'est une clarté en ce sens que s'il n'y avait pas les revendications unilatérales qui aboutissent à des zones nationales, de compétences nationales, c'était de la haute mer. Et de la haute mer, ça veut dire le premier venu, le premier servi, le premier qui vient et se sert. Il n'a d'autorisation à demander à personne. Et ça me paraît être quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête lorsque, quand on est scientifique, la première réaction, c'est de dire « Oh là là, encore une réglementation, encore les États qui ne veulent pas qu'on fasse de l'argent. » Dites-vous que, de ce point de vue-là, l'unilatéralisme clarifie la situation. Maintenant, le deuxième défi, c'est comment on transforme cet unilatéralisme en une obligation de coopération. Je vous remercie de votre indulgence et de votre écoute.